Sébastien Gouflot, je travaille au centre de recherche agronomique à Gembloux, en Belgique. Donc on est dans le laboratoire ici de technologie céréalière. Puis tu peux expliquer un peu ici les normes que vous avez déjà pour sélectionner le blé? Ben, les normes qu'on a pour sélectionner le blé sont édictées par un barème qui est édicté par la firme Sinagra. Donc où là, bon, il y a des normes à la réception des céréales, notamment en matière d'humidité, en matière de taux de protéines, en matière de poids à l'hectolitre. Et donc ces normes, notamment pour le poids à l'hectolitre, varient aux alentours de 78%. 78 kilos par 100 litres. Voilà. Donc aussi en matière d'humidité, donc là il y a des normes à respecter. En Belgique, les frais de séchage sont importants, donc si on est au-delà de 15%, il y a des frais de séchage, et on peut même avoir un déclassement de l'échantillon, un déclassement du lot en tout cas, en blé fourragé si l'humidité dépasse les 17 à 18%. Okay. Voilà, je ne sais pas si vous voulez connaître autre chose. Le poids en milligrammes? Là, je ne les connais pas par cœur, il faudrait revenir un petit peu dans... Ça change d'année en année légèrement ou ça reste constant, je ne les connais pas par cœur. Puis l'indice de chute ici? Indice de chute, pas en dessous de 180. On accepte jusque 220, mais pas en dessous de 180. Ok. En vitesse ici, vite refaire le tour de savoir quand tu reçois du blé. Quand on reçoit du blé, bon, nous on reçoit du blé essentiellement dans des essais qui sont réalisés au CRA, de telle manière pour la sélection végétale, donc de manière à caractériser un petit peu les essais qui sont réalisés par les collègues agronomes. Première chose à faire, on fait l'humidité sur un appareil qui s'appelle le Dicky Jones, de telle manière à pouvoir corriger l'humidité des différentes, corriger les rendements. Ensuite, ces grains sont nettoyés avec une petite machine qui s'appelle un nettoyeur. Ensuite, on passe directement les grains sur un appareil de Fostécator, de telle manière à déterminer des paramètres comme la protéine, l'humidité, le poids à l'hectolitre et en même temps l'amidon. Donc sur cette machine-là, oui. Tu fais le poids à l'hectolitre aussi. Sur cette machine-là, le poids à l'hectolitre. Ça ne se fait pas par spectrométrie prochain infrarouge, mais il y a une balance et une réserve calibrée au niveau volume. Le grain tombe dedans et est ensuite pesé simplement par peser. Puis si ton blé, quand tu l'as mesuré, fait, admettons, 16 d'humidité, là tu l'envoies. On sèche. Ici à l'étuve, là? On s'ajoute des petits échantillons, donc là on les sèche directement pour stabiliser les échantillons. On a des étuves ici, bon, voilà, comme ce sont des petits essais, on n'a pas des grosses quantités d'échantillons, et on stocke dans des bacs comme ceci perforés, de telle manière à avoir une bonne aération au niveau des étuves. De pouvoir vite, donc rapidement avoir le grain disponible pour les analyses ultérieures. On stabilise les grains en dessous de 15% d'humidité parce qu'on n'a pas le temps de réaliser toutes les analyses en suivant, donc pour ça qu'on le stocke et on revient dessus après. Parfait. On essaie de ne pas descendre plus bas que 13-14% parce qu'on se demande s'il n'y a pas d'altération. Quand on descend plus bas, si on oublie l'échantillon et qu'on descend à 9%, on est plus sûr qu'il soit vraiment très très bon. Donc on essaie de stabiliser en dessous de 15%. Là, ici, maintenant, on est... pour la détermination du poids de 1000 grains, donc on pèse une quantité de 20 grammes de grains. On trie d'abord légèrement manuellement, parce qu'on peut avoir des grains brisés, des choses comme ça. Donc il ne faut pas que ça influe. Donc ça, c'est généralement des étudiants qui font ça en été. Donc on trie, on enlève en fait les brisures. Puis on pèse, si ma mémoire est bonne, c'est 20 grammes de grains. Et puis on détermine le nombre de grains dû avec ce compteur-ci. Donc à chaque fois, c'est un truc ici qui va vibrer. Comment est-ce que je peux le remettre en route? Mais j'ai pas de grain dedans, on n'est pas bien. Voilà. Donc ça va vibrer, j'ai pas de grain, mais on sent ici que ça vibre. Et on voit, donc les grains vont s'aligner et monter ici. Et alors bon, le petit ici sert à vraiment faire tomber les deux grains qui voudraient passer en même temps. Et donc il y a chaque fois une cellule photoélectrique ici qui compte le passage de chaque grain. Ah ben voilà, on voit ici, on a une crasse qui reste. Donc ça monte tout doucement comme ça. Ici il va tomber, mais autrement ça passe. Là je n'ai pas d'échantillon. Ouais, c'est parce que c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Et donc ça nous sert à déterminer donc, le poids de 1000 grains. Bon alors au niveau de l'indice de sédimentation de Zellini, c'est en fait un test de qualité des protéines, si on veut, qui est basé sur un gonflement de ces protéines en milieu liquide, en milieu acide en fait. Donc, il y a une quantité donnée de farine à peser. Le broyage doit aussi être réalisé sur un moulin spécifique, on le verra tout à l'heure. La granulométrie de la farine doit être précise. Doit être précise, et donc on utilise un moulin spécifique donc, pour le Zellini.
Ensuite, on pèse une quantité donnée de farine, on ajoute du réactif avec du monophénol, c'est agité manuellement, puis agité à l'aide de cet appareil que vous voyez là, qui est réglé en intensité, en nombre de fois par minute, etc. On agite 5 minutes, puis on ajoute de l'acide lactique et du propanol, on réagite 5 minutes, on laisse reposer le tube, et le tube, si vous voulez, donc, il va y avoir une sédimentation qui va se faire, c'est la farine. Plus les protéines auront gonflé en milieu acide, pardon, plus vous allez avoir un volume important qui va rester dans le tube. Et c'est ça, donc en fait, l'indice de sédimentation zélénique qui s'exprime en millilitres. Brièvement, on peut classer l'indice zélénique inférieur à 20 millilitres en mauvaise qualité de protéines, entre 20 et 30 panifiable courant, 30 et 40 c'est une bonne valeur boulangère, et au-dessus de 40 c'est une très bonne valeur boulangère. Ok. Voilà. Ici, vous avez quel type souvent de valeur avec vos blés d'ici? Avec nos blés d'ici, c'est variable. Il faut savoir que nous, ce qu'on reçoit, ce sont des essais pour inscrire les variétés au catalogue, donc elles ne sont pas toujours poussées très fort en azote, etc. Donc on a mis des valeurs en gros relativement moyennes. On peut se situer à des ennemis de l'ordre de 38-40, ça arrive. On a des ennemis beaucoup plus bas, on a pas mal d'ennemis également plus bas. Les 38-40, ça c'est déjà de fortes valeurs. Est-ce que tu peux dire qu'il y a une relation entre le zéleni puis le taux de protéines de tes grains? Oui, on travaille généralement sur base d'un rapport Z sur P, donc l'indice de zéleni sur les protéines. Et généralement, cet indice doit être supérieur à 3. Ok. En fait. Mais tous ces chiffres, je les ai dans le barème Sinaglac, je ne les connais pas tous par cœur. Mais généralement, on essaie d'avoir un indice supérieur à 3, là on peut dire qu'on a une bonne qualité. Puis est-ce qu'il y a une relation variétale aussi? Il y a une relation variétale, oui, tout à fait. C'est essentiellement une relation de protéines, quantité de protéines en fonction des variétés, et zélénie, oui, il y a une relation variétale. Ok, c'est bon. Un MIAC, donc c'est là que j'ai permis, on recommence. Ouais, vas-y. Donc voilà, on a encore un moulin MIAG, hein, donc là on a la possibilité de passer des échantillons de l'ordre de 25 kg minimum dessus. Donc on récupère, fin du fractionnement, je pense qu'on récupère environ 15 fractions. On a les sondes à compter, on a les farines, etc. La seule chose que l'appareil ici ne fait pas, c'est qu'on n'arrive pas à retirer les germes. Je disais parfois sur certaines meuneries, ils retirent les germes, nous pas. On ne les retire pas. Donc on a 3 cylindres cannelés, de telle manière donc à vraiment décortiquer un petit peu, retirer les sons, etc. Puis on passe sur les 5 autres cylindres lisses. Et donc on obtient différentes... Alors on a le sassage ici en dessous. Ouais, c'est des planchistères. Oui, planchistères, c'est le sassage qui se fait ici. Donc ça, voilà, c'est un très bel outil, mais malheureusement un peu sous-utilisé du fait qu'il demande de gros volumes de grains pour faire des essais. Enfin, gros volume ici, 25 kg, 30 kg, c'est des gros volumes pour nous ici, sur des petits essais. Quoi. Voilà. Et donc on récupère toutes les farines. C'est déjà... Ben, le diagramme de mouture de ça, c'est un truc de fou, ça prend tout le... Je l'ai quelque part, quand on l'affiche ici, ça prend tout le... Et on voit vraiment donc là, c'est représentatif vraiment d'un moulin industriel. Pas mal. Plus représentatif que le CD1, mais bon, chaque moulin a ses réglages différents, chaque moulin, on se rapproche plus déjà de quelque chose d'industriel. Toi maintenant, à avoir des échantillons, tu aurais la possibilité d'avoir des échantillons comme de 40-50 kg là. Est-ce que c'est le genre d'outil que tu utiliserais régulièrement? Si on pouvait, oui, ce serait intéressant. Oui. Pourquoi? On aurait déjà une meilleure... on pourrait combiner un peu les différentes fractions de farine comme on veut. Parce qu'ici, avec un CD1, parfois on simule une mouture. Mais voilà. Donc c'est ça. Ou alors il faudrait arriver à caler le CD1 par rapport à une mouture industrielle ou chose comme ça. Ici, on serait plus proche d'une mouture industrielle. Voilà. Mais bon, il faut qu'on retrouve toutes les pièces parce qu'on commence à avoir des problèmes de pneumatique, etc. Pour le zélénie, ça c'est le moulin. Ça, on passe au niveau du moulin ici, Brabant 2. Donc, pour le zélénie, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que historiquement, par méthode d'analyse, correspondait à un moulin. D'accord. Maintenant, les méthodes d'analyse, doivent correspondre à une granulométrie. Donc, je veux dire, si le moulin donne des caractéristiques granulométriques X ou Y, ils sont applicables sur cette méthode-là ou pas. On arrive plus maintenant à se défaire. Un moulin n'est plus vraiment dédié à une méthode d'analyse. À partir du moment où il est qualifié, on peut utiliser plusieurs types de moulins. Notamment, la méthode officielle préconise
l'utilisation pour le falling number, je ne vais plus parler d'Adberk, mais falling number, l'utilisation des moulins FN, donc falling number que vous connaissez. Ouais. Nous ici, on a validé une méthode d'analyse où on peut faire le Adberk, donc le falling number, via des moulins cyclotech. Ah, ouais. On a montré que les moutures étaient équivalentes et via une correction, ou même sans correction du tout, on peut passer donc d'une valeur. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est plus plus facilement rapide, nettoyable. plus rapide et des plus petites quantités d'échantillons. Donc il y a la méthode Adberk officielle définie par une norme, et nous on a validé une méthode Adberk dite rapide, où la correction de la prise d'essai par rapport à l'humidité, on travaille toujours avec la même prise d'essai et on corrige les résultats en fonction de l'humidité de la prise d'essai. On ne doit pas attendre d'avoir l'humidité de la prise d'essai avant de lancer l'analyse. On peut très bien travailler ces petits moulins-là en plus petite quantité, donc on travaille sur environ un pot de ceci, d'accord. Donc c'est environ, je crois que c'est 50 ml environ. Et donc à ce moment-là, on peut directement lancer les analyses de Adberk quand c'est urgent. Et donc on appelle ça la méthode Adberk rapide, mais ça se corrèle très très bien avec la méthode. C'est magnifique ça. Puis ce moulin-là aussi, de ce que je peux voir, Cyclotech de chez Foss. Donc puis en fait, il est plus facilement nettoyable aussi. Plus facilement nettoyable, il travaille sur base d'un cyclone. Et donc on met une grille ici en sortie. Je ne sais pas où est la grille. Et donc on peut déterminer la sortie ici. Soit on a une grille qui se place ici de, je pense, de 1 mm ou 0,8 mm. Donc on peut encore voir, mais à condition d'avoir retesté la granulométrie, si elle est conforme à la granulométrie nécessaire pour le Adberk, on peut très bien faire ça sur ce moulin-ci. Pour aller plus vite, donc on voit une quantité de grains comme ceci. Ouais. Quantité de grains, on travaille en mouture intégrale, donc on fait le Adberk sur la mouture intégrale à ce moment-là. Les moutures sont directement pesées et les Adberk sont réalisés. Et pendant ce temps-là, le reste de la mouture part en spectrométrie proche infrarouge, où l'humidité est déterminée. Donc on arrive très vite à écouler un grand nombre d'échantillons en peu de temps. La granulométrie de nos moulins, donc on fait la granulométrie sur des moulins certifiés, d'accord. Des tamis certifiés, pardon, avec chaque fois des certificats de calibration pour les tamis. Et tous les 2 ans, en fait, les tamis doivent être revérifiés. Donc on a chaque fois un certificat d'inspection, etc. De chez Retz. De chez Retz, oui. Ça c'est à l'achat. Alors comme les tamis peuvent s'user avec le temps, etc., ben là donc on revérifie le tamis en lui-même. Comment est-ce qu'on procède pour revérifier le tamis en lui-même? Ben, on vérifie par rapport à des billes de référence calibrées. D'accord. Donc on a des billes de référence calibrées ici. Bon, on a ici par exemple des billes à 212 microns qui sont applicables sur un tamis, je pense, de... On peut regarder ici. Donc ce sont vraiment des petites billes. On ne les verra pas bien, mais ce sont vraiment des petites billes de verre. Et donc ces billes-là sont applicables sur le tamis de 200, je pense. Donc le but c'est tu passes ces billes-là. Le but c'est de passer les billes. Et voilà en fait comment elles doivent être, comment les billes doivent être récupérées sur les différents tamis. Puis ça, le tamis, tu le mets dans un outil spécial ici. Ça va vibrer. D'accord. Ça va vibrer pendant un temps bien défini. Et alors à ce moment-là, ben, on a directement, en pesant les différentes fractions qui sont retenues, on voit directement ce qui se passe. Parfait. D'accord. C'est l'atelier de panification, donc on a encore un four, une étuve de pouce, etc. Ça, on est capable de mettre en place la panification assez vite. On a déjà de l'expérience là-dedans.